De 8 cas confirmés le 19 mars dernier, nous en sommes jusqu'à hier à 16 cas confirmés. Des chiffres auxquels ne veulent pas croire certains, prétestant toujours que le Covid-19 n'est pas dans nos murs. Pour d'autres, les vraies informations faisant état de la situation générale réelle sur le coronavirus chez nous sont camouflées. Ce soir, dans cette émission spéciale, nous vous rappelons encore une fois de plus que des cas suspects et confirmés du Covid-19 sont bel et bien notifiés dans notre pays, ici au Togo. Les personnes infectées ou contaminées par le virus se trouvent actuellement du côté du CHR Lomé Commune où ils sont suivis. Comment se présente aujourd'hui leur état de santé et l'évolution du traitement, nous le saurons tout à l'heure dans cette émission. Face à cette épidémie généralisée dans le monde qui est devenue une pandémie, quelles sont les attentes vis-à-vis des Togolais, quelles sont les attentes des Togolais, j'allais dire autant pour moi, vis-à-vis du gouvernement? Les différentes mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger la population? Nous avions recueilli quelques avis, les réactions tout à l'heure dans cette émission. Pour ce qu'il y est d'essentiel à savoir sur le coronavirus et sa prévention, les experts et les spécialistes en santé publique insisteront davantage sur les mesures préventives à observer pour éviter ce mal. Cette émission sera reprise, je vous le signale tout de suite, dans nos deux langues nationales couramment parlées, à savoir l'Evé et le Kabia, pour mieux faire passer le message de sensibilisation au sein de la population. Bienvenue sur le plateau de Santé d'abord qui a exceptionnellement changé de décor ce soir. Merci pour votre fidélité. Voilà, permettez-nous de vous présenter les invités ce soir. Comme nous avons une dame parmi les invités, je me permets d'abord de la présenter. Ce n'est pas parce que je suis dame aussi. Elle s'appelle docteur Mamesile Assi. J'espère que je prononce bien votre nom, docteur. Elle est pharmacienne et directrice générale de la CAMEG. Docteur Assi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Juste à côté, c'est le professeur Majesté Iwu Watiba. Il est infectiologue et doyen de la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Professeur Watiba, bonsoir. Bonsoir Carole. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Juste à côté de moi, à ma gauche, voilà, c'est docteur Sosinou Marcel Aoussi. Il est médecin colonel, secrétaire général du ministère de la Santé, médecin épidémiologiste et spécialiste de politique et gestion du système de santé. Ça fait long comme titre. Colonel Aoussi, comment allez-vous? Je vais bien, Carole. Et les activités? Ça va, ça va. Très bien. Merci d'être là ce soir sur le plateau de Santé d'abord. Merci infiniment de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci. À l'extrême, vous avez le professeur Anoumou Yaoche Dagnan. Il est bactériovírologue à la faculté des sciences de la santé, toujours à l'université de Lomé. Voilà la présentation faite. Encore une fois, soyez tous les bienvenus sur le plateau de Santé d'abord. Ce soir, c'est une émission spéciale, je l'avais dit tantôt dans mon introduction, histoire de vous donner encore plus d'informations sur le coronavirus. Alors, première question tout de suite, je l'adresse au professeur Watiba. L'information qui, depuis hier, fait augmenter la peur et les inquiétudes chez les Togolais et qui circule sur les réseaux sociaux, c'est le décès d'un malade atteint du coronavirus et qui est hospitalisé au niveau du CHR Lomé Commune. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous confirmez, professeur Watiba? Merci beaucoup Carole pour cette initiative, une fois encore, qui va éclairer les Togolais sur
la réalité sur le coronavirus. Beaucoup n'y croient pas toujours, mais c'est une réalité. Le coronavirus est dans nos murs et le coronavirus affecte beaucoup de gens. Alors, revenons à la question que vous aviez posée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une patiente qui a transité par plusieurs entités sanitaires, notamment d'abord la clinique Mao Pedro, puis ensuite, je crois, Saint-Joseph, et ensuite l'hôpital Biassa, où l'état de la personne a nécessité qu'on fasse une première investigation sur le plan virologique pour voir si elle est porteuse du virus. Le résultat était mitigé. Étant donné que le résultat était mitigé, c'est une patiente qu'on ne pouvait pas garder classiquement parmi les patients qui n'étaient pas porteurs donc, du virus. Alors l'idée, c'était de la mettre à côté. Mais il s'est trouvé que sur un problème de gestion ou de mal-compréhension des processus, elle a atterri à la réanimation polyvalente du CHU Sylvanus Olympio. Immédiatement, le réflexe pour nous, vu que le premier test était mitigé, n'était ni positif ni négatif, il fallait l'extraire rapidement de cette réanimation polyvalente pour éviter que ça soit une source de contamination à grande échelle au niveau du CHU et des malades et du personnel soignant. Donc immédiatement, le jour où l'hôpital a été mis en place, nous l'avons sorti en priorité pour l'amener au centre de prise en charge, puisque selon les résultats virologiques, c'est une patiente qui était vraiment mitigée, comme j'ai dit. Alors du coup, arrivé là-bas, il fallait faire plus tard un deuxième test pour confirmer. Je précise que dans l'infection en coronavirus, il y a une frange de la population en Occident néanmoins qui ont des PCR, c'est-à-dire chez qui on ne retrouve pas le virus, mais c'est lorsqu'on fait la radiographie pulmonaire qu'on réalise qu'il y a des lésions spécifiques qui évoquent cette maladie et on les prend en charge comme telles. Donc devant ce cas hautement suspect, ce serait un crime de la laisser au milieu des autres malades qui sont venus pour le palu, pour l'hypertension, pour le diabète, etc., et que ça allait être un grand drame. Donc on l'a mis donc, dans ce centre pour un suivi, dans un centre plus approprié où les gens sont équipés pour pouvoir aborder ce genre de pathologie. Le deuxième test, avant qu'on ne fasse le deuxième test, elle était en détresse respiratoire, donc on a dû la transporter avec toute la bouteille d'oxygène qu'elle avait à l'AREA polyvalente pour l'amener dans le centre. Et le décès est survenu donc le lendemain, dans la soirée quasiment. Et là encore, la confirmation n'avait pas encore été faite. Donc c'est après son décès que l'écouvillonnage a été fait, donc des parties où il faut écouvillonner, et les résultats ont révélé que c'était une phase encore négative. Alors la décision était celle-là. Prendrons-nous le risque de laisser quelqu'un à réanimation polyvalente et infecter tout le CHU versus l'isoler pour continuer les investigations avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Mais Dieu l'a rappelé plus tôt, si elle avait survécu et qu'on avait fait le deuxième prélèvement, on l'aurait ramené à l'AREA polyvalente. Mais Dieu en a décidé autrement et ça en est ainsi. Alors la suite de la question, c'est quoi? Ce qu'on n'a pas encore peut-être dit, c'est que dès lors que quelqu'un est infecté par le coronavirus, il n'appartient plus à sa famille. Il appartient à l'État togolais. Ça dit que le Togo le prend en charge jusqu'à sa guérison ou, s'il ne guérit pas, jusqu'à ce qu'on s'occupe de l'inhumation. Si nous avions laissé cette femme à la famille parce qu'elle était peut-être positive, puisqu'on n'avait pas encore, c'est le jour de sa mort qu'on a récouvillonné pour refaire le diagnostic. Si on l'avait laissée à sa famille et qu'elle était porteuse du virus, c'est la famille qui va être infectée. Et là aussi, ça devient un drame. Donc, comme elle était plus suspecte qu'autre chose, les procédures ont été appliquées, c'est-à-dire c'est un enterrement sécurisé dans les règles de l'art pour éviter que la personne infecte. Autrement dit, pour finir, une fois que quelqu'un meurt de cette affection, on ne le souhaite pas. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'à partir de ce cas, qu'il n'y ait plus d'autres Togolais qui s'infectent. Très bien, merci professeur. Votre développement a suscité en moi cette question de curiosité. Heureusement que nous avons sur le plateau ce soir un bactério-virologue. Vous l'avez dit tout à l'heure, le résultat ou bien l'analyse était mitigée. Alors, professeur Dania, est-ce que ça arrive souvent? Un patient qui arrive, on lui fait un premier test, on n'arrive pas à mettre la main sur le mal jusqu'à ce que la personne décède. Tout ce développement-là, est-ce qu'il n'y a pas de défaillance quelque part? Merci, Carole Preto, pour l'invitation. Je n'avais pas eu l'occasion de vous remercier pour l'invitation. Alors, concernant le diagnostic, il y a plusieurs probabilités. La première, on peut avoir des signes cliniques au début,
alors qu'il n'y a pas suffisamment de matériel génétique, puisque c'est le matériel génétique qu'on recherche dans le prélèvement. Il peut ne pas avoir suffisamment au début de la maladie. Et donc, quand vous faites le test peut être négatif. Même en Europe, même aux États-Unis, il y a des cas comme ça. Et donc, c'est au cours de l'évolution, ce qu'on va appeler la phase d'état où on a pratiquement tous les signes cliniques, que les tests vont devenir positifs. Si le prélèvement a été fait très tôt, le test peut être négatif, ça n'élimine pas le diagnostic de la maladie. Et donc, dans ce cas, probablement, c'est ce qui est arrivé. Et donc, pour tous les patients d'ailleurs que nous avons aujourd'hui, il y a au moins la moitié qui ont eu leur premier test négatif. Et c'est en répétant le test que cela devient positif. Ça n'a rien de nouveau en médecine, mais il nous revient de savoir comment gérer le passage entre le premier test qui est négatif et le second test qui sera positif probablement, ou alors négatif et alors on dit que la personne n'a pas la maladie. Ok, très bien, professeur, merci beaucoup. Docteur Aoussi, vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec la situation générale du coronavirus dans notre pays? Les Togolais veulent savoir. Merci, Carole. Merci, Carole. Je voudrais une fois encore joindre ma parole à tous mes confrères et consoeurs ici présents pour vous remercier pour cette invitation et animer donc cette émission, une émission que je connais très bien, que vous savez que je connais très bien. Alors, nous avons une situation épidémiologique qui montre réellement que la maladie est présente dans le pays. Je crois que le professeur vous l'avait déjà annoncé. Cette maladie, c'est un véritable drame. Et nous sommes aujourd'hui à 20 cas, d'ailleurs publiés sur le site officiel du gouvernement du Togo. Sur les 20 cas, il y a tout de même une bonne nouvelle. C'est que un est déjà guéri. Donc il reste 19 qui sont sous suivi médical. Et sur les 20, il y a 0 décès. Ça aussi, et nous rendons grâce à Dieu. Alors, la problématique que pose une personne infectée, c'est que il y a des personnes qui étaient probablement en contact avec eux. Et le système de surveillance nationale permet donc de retrouver ces personnes-là. Et ces personnes, parallèlement, quand nous faisons le suivi en milieu hospitalier, donc des malades, toutes les personnes qui ont été en contact donc avec ces malades sont identifiées suivant l'historique même du circuit du patient. Et dès que ces personnes sont identifiées, nos équipes sur le terrain font des visites bi-quotidiennes chez ces personnes qui sont confinées à domicile pour voir comment ils vont, relever s'ils ont quelques malaises ou des signes en faveur de la maladie, relever également la température et au bout d'une période régulière, le professeur Daniela reviendra sur ça, des prélèvements biologiques seront faits pour tester si le contact qu'ils ont eu avec le patient a été infectant ou non. Et ce n'est qu'à la suite de cette période de suivi-là qu'ils seront déclarés indemnes de l'infection ou alors infectés, et en ce moment ils seront comptés parmi donc les personnes qui sont infectées. Et à l'heure actuelle, tous les cas que nous avons sont des cas des Togolais ou des résidents au Togo qui ont voyagé et qui sont rentrés. Ils vivent chez eux au Togo et ils sont infectés avant de rentrer. Par contre, malgré le fait que le tout premier cas qui était rentré 2-3 jours plus tôt, le peu de contacts qu'il a eu, on en avait recruté, on avait recensé 24 personnes qui étaient en contact. Figurez-vous que parmi les 24, bien que des mesures strictes
ont été prises pour les surveiller. Quand nous avons pris ces mesures strictes, donc, on s'est rendu compte que 5 personnes, parmi les personnes qui étaient en contact avec donc le tout premier cas, étaient infectées. Ce qui veut dire que parmi les 20, il y a 5 cas secondaires qui sont des cas domestiques liés au premier cas qui est rentré. Qu'est-ce que vous entendez par cas domestique? C'est-à-dire, eux n'ont jamais voyagé, mais voilà, ils sont infectés sur place. Mais c'est des cas secondaires parce qu'ils étaient en contact avec un cas primaire qui est rentré de l'étranger. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce qui veut dire que, pour le moment, c'est une maladie qui a un profil essentiellement importé, mais si le premier cas a déjà transmis à 5 personnes, on doit s'attendre que ceux qui sont rentrés, et heureusement, beaucoup d'entre eux se sont signalés et que nous suivons, s'ils respectent les consignes que le gouvernement a données, ça va empêcher que d'autres personnes ne soient infectées. Mais dans tous les cas, en tout état de cause, toutes les personnes qui étaient rentrées en contact avec ces personnes qui sont infectées, ils sont actuellement suivis et leur suivi bicotidien permet d'ici peu de reprendre les analyses biologiques de ces personnes-là et de nous assurer qu'eux ne sont pas infectés. Ces personnes sont en confinement. Exactement. Très bien. Exactement. Alors, en dehors de ce cas de décès dont on vient de parler, dont la cause du décès reste mitigée, on a également parlé d'un cas de décès à Dapaon. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, au fait, je suis plutôt fier que les images que cela a véhiculées permettent donc à la population de réaliser réellement que la maladie existe. Cependant, c'est un faux cas. Et comme on le dit tantôt, c'est parmi les cas suspects qu'un prélèvement biologique se fait pour aller faire le diagnostic donc, de la maladie. Cette personne qui était rentrée du Burkina Faso avait des difficultés respiratoires, il y avait la fièvre. Et vous savez avec moi que le Burkina Faso est bien évidemment en épidémie, comme le Togo. Ouais. Et je crois que jusqu'à la date là, le Burkina Faso avait plus de cas que le Togo. Donc vous comprenez que quelqu'un qui rentre du Burkina Faso, qui a la fièvre et qui a des difficultés respiratoires, on pouvait considérer cette personne-là comme un cas suspect. Alors le fait de la considérer comme un cas suspect, ça a bien évidemment créé la panique. Le prélèvement a été fait, mais identiquement à ce qu'a décrit le professeur Iou tout à l'heure, elle avait rendu l'âme avant même que les résultats des tests biologiques soient sortis. Ce qui fait que, bien évidemment, comme nous n'avons pas les preuves que donc cette patiente a été infectée par le coronavirus, il faudra procéder très rapidement à un enterrement digne et sécurisé donc de cette dame. Et voilà, quelqu'un malencontreusement a pris les images et puis l'a diffusé, ce qui ne respecte pas, à ma foi, la mémoire donc, du défunt ou de la défunte. Et c'est ça qui avait créé la peur panique. Alors le lendemain, le résultat était sorti. Bien évidemment, nous avons mis tous ceux qui étaient en contact avec elle en quarantaine, les équipes là. Mais dès que le résultat était sorti et que c'était négatif, bon, mais la quarantaine était levée, voilà, c'est terminé. Il y avait eu plus de peur que de mal. Exactement. Professeur Dagna, le coronavirus, vous êtes virologue. Quelle est l'origine de ce mal? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui du nouveau Covid-19? Merci. Alors, les coronavirus sont connus depuis plus de 80 ans. Et donc, c'est une grande famille de virus qui ont pour réservoir habituel les animaux, notamment les chauves-souris. Et de temps en temps, certains de ces virus vont passer à des hôtes intermédiaires, à d'autres animaux, notamment le dromadaire par exemple, notamment la civette. Et donc ces animaux, l'homme va être contaminé en rentrant en contact avec ces animaux intermédiaires. Et donc on a déjà eu dans le monde
2 cas d'épidémie dus à des coronavirus. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le 3e cas d'épidémie au coronavirus. C'est pour ça qu'on l'appelle le Covid, le coronavirus nouveau. Et on pense, selon les études qui ont été menées, on pense que ce virus serait transmis à l'homme à partir du pangolin. Des équipes chinoises ont fait des études et ont montré une similitude à 99% entre le virus qu'on retrouve chez l'homme aujourd'hui et celui du pangolin. Et donc on pense que la transmission ce serait fait par ce mécanisme-là. C'est nouveau parce qu'on n'a jamais eu à décrire une telle maladie. Et donc comme l'humanité n'est pas prémunue, il n'y a jamais eu de contact avec ce virus, la réaction elle est bruyante. L'organisme humain, ne connaissant pas ce virus, c'est un virus nouveau dans ce cas et donc va être responsable de maladies souvent mortelles. Et ce n'est pas le seul cas, il y a eu des cas. Quand on prend le virus Ebola, c'est sur le même principe. Et donc c'est des virus habituellement animaux et qui vont passer accidentellement à l'homme. Et donc leur manifestation, elle est souvent grave et souvent mortelle. Voilà. Et les manifestations sont souvent graves et parfois mortelles. Alors qu'est-ce qui va expliquer la virulence ou bien la dangerosité de ce virus? Est-ce que c'est parce que c'est un nouveau virus qui a fait son apparition comme ça ou bien comment? Dites-nous, professeur. Alors ce virus, quand on est infecté par ce virus va aller progressivement atteindre les poumons. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. Si on prend 100 malades, il y a 3 qui vont faire une maladie grave et mortelle. Et chez les 3 là, c'est l'atteinte des poumons et l'évolution dans le poumon va entraîner progressivement la destruction des cellules pulmonaires, entre guillemets, pour ne pas rentrer dans les détails, des cellules pulmonaires. Or, ce sont les poumons qui apportent aux cellules de l'organisme un élément important qui est l'oxygène. Si on n'a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre. Or, le virus va s'attaquer aux poumons, les détruire, et donc, en fin de compte, l'organisme, les cellules humaines n'auront plus l'élément important pour pouvoir vivre, qui est l'oxygène. Et donc, c'est l'absence de l'oxygène due à la destruction des cellules pulmonaires qui est la cause de la gravité de la maladie due au coronavirus. Merci beaucoup. Docteur Rassi, depuis l'apparition du coronavirus chez nous, Togo, comment avez-vous reçu l'information et quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette propagation vertigineuse de ce virus dans le monde? Merci. Comme le professeur Daniel l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la première épidémie, mais on peut retenir que sur ces 10 dernières années, ça commence à être récurrent d'avoir des épidémies liées à des virus, donc c'est de plus en plus fréquent. Il faut donc s'attendre à ce que ce soit de plus en plus fréquent et c'est lié à notre mode de vie, la fameuse mondialisation, le fait que le monde entier soit devenu, comme on le dit, un village planétaire oui. Et que les réseaux sociaux permettent une transmission vertigineuse de l'information sur tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et donc, nous avons tous appris par les médias, par les réseaux, la naissance, en tout cas le départ de ce qui semblait être un événement qui semblait être confiné juste à un pays, mais qui aujourd'hui clairement se révèle être un fléau mondial et qui touche aujourd'hui notre continent et qui n'épargne pas notre pays non plus. Le Togo. Professeur Wateba, est-ce que vous avez peur, étant en première ligne concernant la prise en charge des malades, quel est votre état d'âme aujourd'hui? Oui, nous avons peur. Nous sommes des humains.
parce que c'est une maladie nouvelle, personne ne sait en réalité qu'est-ce que ce virus nous cache. Quand on voit un peu ce qui se passe en Europe, notamment en Italie, en France, c'est du réel, c'est du concret. C'est du concret. Quand on a vu que les Chinois se sont mis à vaporiser leur pays avec des drones, c'est du concret. Et quand on est dans un pays modeste comme le mien, le Togo, avec les moyens médicaux assez légers, ça fait peur. Mais est-ce que nous devons avoir peur pour autant et abandonner la lutte? Non. Il faut se doter d'un certain courage. Il faut regarder un peu l'avenir. Nous tous ici présents, nous n'avons que le Togo comme pays, comme richesse. Il faut le préserver. Autrement, ne rien faire, nous allons effacer notre civilisation humaine peut s'effacer. Donc il faut se lever, il faut y aller. Et c'est parfois lorsque on regarde un peu les enfants, on regarde un peu les gens qu'on aime et qu'on se dit, ça vaut le coup de s'y mettre et de se lancer. Cela est d'autant plus vivifiant que la plus haute autorité, le chef de l'État hier, nous a dit vraiment qu'il est partant pour cette lutte, il est à nos côtés et de faire en sorte de voir l'intérêt supérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup boosté et on a compris que la lutte que nous menons est à un autre niveau. C'est une lutte pour la survie, c'est une lutte pour notre pays, parce que là où nous sommes aujourd'hui, à la différence des autres épidémies, personne ne viendra de quelque part vous aider. Il revient à chaque pays, à chaque habitant de ce pays de mettre sa main à la pâte et de ne pas reculer et d'affronter la chose. Et je suis convaincu que nous gagnerons. Très bien. Par rapport justement à la préoccupation du chef de l'État qui a tweeté, il a dit que cette lutte doit passer par une responsabilité ou bien la responsabilité de nous tous et surtout de chacun. Docteur Aoussi, comment est-ce que vous comprenez cela? La lutte contre le coronavirus, selon le chef de l'État, doit passer par la responsabilité de tous et de chacun. Je voudrais encore appuyer ce qu'a dit le professeur Iou pour vous dire que ce qui nous réjouit dans cette lutte, c'est l'engagement personnel du chef de l'État qui a pris lui-même le front line. Le devant des choses. Voilà, qui a pris le lead de la gestion de la crise. Ce qui nous permet aujourd'hui de nous assurer que tous nos responsables sont à nos côtés. C'est pour ça que je voudrais d'ailleurs profiter pour inviter tous les leaders, que ce soit politiques, religieux, à s'associer au chef de l'État pour qu'ensemble nous puissions donc faire face à cette épidémie majeure. Il faut la responsabilité individuelle et collective est un enjeu majeur dans cette lutte. Chacun doit s'engager. Ceux qui n'ont rien à faire en ville, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à cesser de recevoir des visites. Ce n'est pas de la blague. Quand vous prenez des grands pays comme les États-Unis, ça tétanise. Aujourd'hui, on nous dit que plus de 2500 personnes sont à la réanimation, pendant que plus de 200 autres sont morts. On a vu des pics vertigineux en Italie, en Espagne. L'épidémie, en moins de 3 mois, nous sommes toujours en mois de mars, on a déjà dépassé 20 000 morts. Plus de 400 000 infectés. L'Italie a battu le record. 25 à 30 fois moins peuplée que la Chine. Mais ils sont déjà à 7 000 morts en moins d'un mois. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. On ne blague pas avec cette maladie. Très bien. Donc vraiment, l'appel du chef de l'État, il faut que chacun prenne ses responsabilités, puisse s'associer à cette lutte pour qu'on s'assure. Il faut surtout un sens de civisme. C'est très important. Ouais. Toutes les mesures qui ont été décrétées la dernière fois, qui ont été prises par acte du gouvernement, bouclant les villes où des cas ont été retrouvés, il faut que les gens respectent les limites des frontières.
Il ne faut plus laisser les enfants sortir dans les rues. Il faut que... Excusez-moi, docteur Aoussi, par rapport au respect de ces mesures, nous allons y revenir. D'accord. En attendant, nous passons au premier sujet de cette émission. Ce n'est qu'un rappel, un rappel en image des manifestations, voilà, des manifestations, des modes de transmission, surtout des mesures de prévention contre le coronavirus. C'est un dossier de la rédaction. Regardez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Voilà, professeur Ouatteba, dites-nous, lorsque nous parlons du coronavirus, quelles sont les personnes à risque? Les personnes à risque, c'est d'abord une frange de la population que le virus aime bien, c'est les personnes âgées. À partir de 60 ans, vous augmentez vos facteurs de risque de mortalité. Aujourd'hui, on l'a appris, le chanteur camerounais, le célèbre Manu Dibango n'est plus. Oui. Donc c'est une réalité. Et nous avons beaucoup de personnes âgées chez nous, en Afrique. Deuxième chose, c'est les gens porteurs de ce qu'on appelle les comorbidités. Comorbidité veut dire des gens qui déjà véhiculent une maladie, soit due à l'âge, parce qu'ils sont hyper tendus, ils sont vieux, ou alors ils ont un diabète, ou alors ils ont une immunodépression liée au VIH, ou c'est des gens qui n'ont pas non plus la rate, qui ont enlevé la rate, qu'on appelle la splénectomie, les splénectomisés, ou des gens qui ont un problème de cancer, ou les drépanocytaires. C'est des gens qui se défendent généralement moins bien face aux maladies. Alors, ces personnes-là, s'il se trouve que ces personnes, que nous avons beaucoup dans nos pays, sont infectés par ce virus, ça devient une véritable association de malfaiteurs. Donc le risque d'accroître, d'augmenter leurs facteurs, disons leur prédisposition à ne pas survivre augmente. Donc voilà en gros les personnes. Alors dans notre pays, nous avions le professeur Daniel est ici pour nous donner peut-être les bons chiffres, plus de 100 000 personnes qui vivent avec l'infection à VIH. Et quand on prend rien que cette frange de la population, c'est des gens déjà qui ont un problème de défense immunitaire. Rien que pour ces personnes, il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi vraiment faire ce que les autorités disent en termes de prévention. Nous avons maintenant les autres affections, les cardiaques, les hypertendus, quasiment l'hypertension artérielle, je dirais, c'est tout le monde, le diabète. Donc autant de personnes sont porteuses donc, de ces affections et lorsque le virus rentre dans ces organismes, l'organisme se défend moins bien et la mort est quasi assurée. Professeur Daniel, c'est infiniment petit que le Covid-19 continue de terrasser toute une planète. Alors dites-nous, qu'est-ce qui explique la propagation à cette vitesse vertigineuse du coronavirus? Est-ce que c'est un virus voyageur? Merci. Alors, la voie de transmission du virus explique cette dynamique que nous observons. C'est un virus qui se transmet par voie, que nous disons par voie aérienne, c'est-à-dire lors de la toux et des éternuements. Le malade va expulser des petites particules que nous appelons des gouttelettes. De fines gouttelettes. De très fines gouttelettes, oui, qui contiennent le virus. Et donc,
comme nous tous nous respirons, et donc la contamination par cette voie reste, disons, la voie commune. C'est l'une des explications qui montre la véritable dynamique que nous observons pour ce virus. En dehors de cette voie de transmission, des données ont montré que ce virus peut séjourner pendant des heures, voire des jours sur des objets. D'où la nécessité, comme on va le voir dans la prévention, de pouvoir se laver les mains régulièrement, de ne pas porter la main à la bouche, etc. Et donc la résistance du virus dans le milieu extérieur et sa diffusion par voie respiratoire, par les gouttelettes salivaires et par au cours de l'éternuement et de la toux, explique cette diffusion que nous observons actuellement. Professeur Ratiba, lorsqu'une personne est infectée, après combien de temps les premiers signes vont apparaître? La période d'incubation, comme vous le dites si bien. Oui, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cette affection, c'est que la majorité des gens qui infectent n'ont même pas les signes. Et les gens infectent avant même de commencer à présenter les premiers signes. C'est ça aussi qui explique la rapidité de la progression de cette maladie. Ça veut dire qu'il y a des porteurs sains. Il y a des porteurs sains et il y a des porteurs qui peuvent devenir même malades, mais avant même d'être malades, ils commencent déjà par infecter les autres. C'est ça aussi la particularité. Classiquement, on parle d'une durée d'incubation, c'est-à-dire depuis le jour où vous êtes infecté jusqu'au jour où vous tombez malade, le maximum c'est 14 jours. Mais il y a eu des extrêmes aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la quarantaine, dans certaines situations, nous la poussons, c'est-à-dire même si la personne est en observation, on ne la laisse pas au 14e jour. On est tenté d'aller au-delà. Parce que les Français ont fait cette erreur. Ils ont fait venir des Français de Chine, ils les ont mis en quarantaine 14 jours, alors que certains, comme le professeur Daniel avait dit au début, certains, le virus n'est pas suffisamment expressif pour qu'on puisse le détecter. Ils ont fait les tests, ils les ont rendus négatifs, et ce n'est qu'après qu'ils ont exprimé véritablement, ils sont devenus virosécrétants. Et là, c'est un piège parce qu'on a fait venir des gens qu'on libère et ce n'est qu'après qu'ils vont infecter la population. Donc c'est les pays qui ont importé, qui ont ramené massivement leurs ressortissants de Chine. C'est chez eux que l'épidémie est terrible parce qu'ils ont ensemencé le pays avec plusieurs cas en même temps. Et c'est ça le problème. Donc, de façon théorique, on dit de 7 à 14 jours, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a des extrêmes et ces extrêmes font que nous sommes prudents. Toute personne, aujourd'hui toute personne, je dis bien toute personne, ici à commencer par moi ici présent, je suis suspect. Le secrétaire général est suspect. Vous qui êtes là-bas, vous êtes suspect parce que tout le monde peut héberger le mal et le transmettre sans le savoir. C'est pour cela qu'on dit, faisons en sorte que tout ce qui sort de notre bouche reste dans notre bouche, donc en portant le masque, et faire en sorte que tout ce qui peut se déployer sur nos mains ne soit pas transmis en lavant régulièrement les mains et faire en sorte que nous puissions respecter un écart d'au moins 1 mètre avec nos interlocuteurs, nos vis-à-vis, lorsque nous les fréquentons. Et comme l'a dit le secrétaire général, tous ceux qui n'ont rien à faire dans la rue, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à rester chez eux. C'est de cette façon que nous, pays modestes financièrement, que nous pouvons arriver à combattre et contenir cette affection. Très bien, merci beaucoup. Docteur Rassi, on l'a dit, hein, la prévention, seule la prévention reste l'arme efficace contre ce virus où on n'a pas encore trouvé, pour lequel on n'a pas encore trouvé du vaccin. Alors aujourd'hui, les masques ou bien le cache-nez, les gants sont indispensables pour notre protection. Est-ce qu'il existe une durée de vie pour les masques ou les gants, par exemple? Alors, en termes de durée de vie, je n'en connais pas pour les masques qui ne sont pas dits stériles, qui ne sont pas stérilisés pour un usage, par exemple, au bloc opératoire ou dans un environnement aseptique. Donc, quand un masque n'est pas conditionné pour être utilisé dans un environnement aseptique, les masques tels qu'ils sont mis sur le marché et même qu'on retrouve un peu partout, au supermarché ou au marché, n'ont pas une durée de vie limite. D'une manière générale, ce genre de dispositif médical peut rester 5 ans tant que c'est conservé à l'abri de l'humidité, dans de bonnes conditions. Il peut rester près de 5 ans en bon état et être utilisé. Mais avec l'apparition du coronavirus, on observe plusieurs types de masques, de différentes couleurs d'ailleurs. Et est-ce que tous ces masques-là sont de bonne qualité ou bien il y en a qui sont de qualité douteuse?
Alors, en termes de qualité de masque, je ne saurais vous donner une réponse précise sur la qualité. Je connais les différents types de masques et les spécifications requièrent une certaine connaissance du métier pour qualifier le masque. Donc, par exemple, la nature du tissu, la taille de la maille, donc les écarts entre les pores du tissu ou de la matière utilisée, le poids, puisque un masque peut être composé de plusieurs membranes superposées. Donc, il y a tous ces différents types et la nature du matériau utilisé contribue maintenant au degré de filtration du masque. Donc les masques se différencient par leur degré de filtration et donc en fonction de la taille des particules qu'ils peuvent filtrer, donc font la spécificité de chaque masque. Donc c'est ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup, Dr Rassi. Dr Aoussi, vous êtes membre du comité de riposte, si je peux le dire ainsi. Est-ce que les stratégies de lutte se renforcent de jour en jour? Est-ce qu'il y a de nouvelles actions allant dans le sens de l'amélioration des dispositions prises par l'État pour éviter justement la propagation du virus ici au Togo? Alors, parlons d'abord de la propagation. Je vais vous faire une démonstration plus ou moins scientifique pour que les gens comprennent pourquoi cette maladie est dangereuse. Dans les dernières publications épidémiologiques, il a été retrouvé dans certaines agglomérations qu'une personne infectée qui se balade dans la nature peut infecter jusqu'à 50 à 70 personnes par jour, voire 80. Imaginez-vous que vous avez 100 personnes, juste 100 personnes qui sont infectées, qui se baladent. Ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez, si vous prenez qu'une seule personne infecte 50 personnes par jour, en 10 jours, ça veut dire qu'il y a 500. S'ils sont 100 infectés qui se baladent dans la ville, ça fait 50 000 qu'ils vont infecter. Vous imaginez, si vous prenez seulement que 2% de 50 000 vont faire les détresses respiratoires, vous aurez à gérer en une semaine 1000 personnes qui vont rentrer en détresse respiratoire. Vous imaginez? Nous n'avons même pas la capacité de prendre en charge, je ne sais pas, le professeur Iwer là, est-ce qu'actuellement nous avons la France, qui est un pays développé, il n'est pas capable de prendre en charge immédiatement plus de 200, 300 personnes en détresse respiratoire en même temps, puisque les hôpitaux ne sont pas conçus pour recevoir aussi massivement des personnes avec des difficultés respiratoires. Et vous avez des médecins qui sont tétanisés, impuissants devant des malades qui souffrent, à qui on peut apporter des soins, mais tout manque. Tout manque. Alors les mesures qui sont prises, c'est le renforcement de la capacité à la surveillance pour le suivi des cas, des personnes plutôt contact des cas. Et ça, il y a un phénomène particulier à Lomé. Les premières personnes qui étaient des personnes contact du cas, il y en a qui avaient été stigmatisés. C'est-à-dire quand nos hommes vont pour leur rendre visite, alors cette personne, au lieu qu'elle bénéficie plutôt du soutien de l'entourage, surtout ceux qui vivent dans les cours communes, alors marginalisés. Exactement. Je crois que ça sort comment je peux le dire, des règles humaines de vie en commun. Moi, je crois que les autres membres de la cour, c'est eux qui doivent apporter à manger à cette personne parce qu'on lui a dit de rester dans sa chambre. C'est eux qui doivent puiser de l'eau pour déposer devant sa porte. C'est eux qui doivent lui offrir en préparant, déposant devant sa porte pour qu'il mange. Et pendant tout le temps de son confinement, il pourra. Donc les mesures actuellement, l'État est en train de mobiliser toujours les moyens, les véhicules et tous les dispositifs pour qu'on puisse toucher partout ceux qui ont été en contact avec les malades, on puisse donc les suivre jusqu'à la fin. À la suite, ceux qui sont malades, vous avez vu, le renforcement du dispositif a obligé le gouvernement à prendre tout un hôpital pour le transformer en moins de quelques heures en un hôpital de traitement des patients. Et ça, comme on l'avait dit,
grâce au leadership du chef de l'État qui a pris lui-même le devant de la lutte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous prenez la capacité de réponse au du laboratoire, aujourd'hui des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer les capacités du laboratoire national de référence pour que des tests puissent être faits aussi bien en poste fixe qu'en poste mobile sur toute l'étendue du territoire, et toutes ces capacités renforcées pourra nous permettre, avec la discipline individuelle, le civisme de chacun d'entre nous, ça pourra nous permettre d'abasourdir le mal. Parce que pour le moment, nous sommes encore à un niveau relativement faible de l'épidémie. Mais si nous ne comprenons pas, ça va galoper très rapidement. Très bien. On a déménagé, le docteur a aussi l'a dit, professeur Ouatteba, on a appris que vous avez été désigné comme responsable au niveau du CHR Lomé Commune, déménager tout un hôpital avec des malades. Alors, on se croirait dans un film de science-fiction. Alors, comment est-ce que vous l'avez réussi à le faire? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi ajouter par rapport au sens du civisme des uns des autres. C'est important de le dire. Nous avons eu des patients qui étaient positifs, à qui on a dit restez à la maison le temps qu'on puisse vous trouver une solution, qu'on retrouve après dans les bars. Et quand on envoie les chercher, on les ramène à la maison, ils sortent après. Et finalement, c'est ça qui a aussi amené à ce qu'on fasse rapidement pour déménager tout le monde dans cet hôpital. La deuxième chose, hier par exemple, il y a une patiente à qui on a rendu le résultat positif parce que les gens vont se faire dépister, ils ne sont pas malades, forcément. Donc ils reviennent à la maison et on leur dit restez à la maison jusqu'à ce qu'on vous notifie la réponse. On arrive, on ne les trouve pas. On les appelle, ils sont abonnés aux absents. On essaie de les géolocaliser. Et quand on les localise, enfin on met la main sur eux. Elle nous dit quoi? Je suis allé faire des courses avec ma cousine et après on est reparti rendre une visite à une patiente, à un de nos parents à l'hôpital. Vous voyez un peu la complexité de la chose. Parce que les gens jusqu'aujourd'hui ne croient pas. Et les gens n'acceptent pas. Et ne prennent pas conscience. Ne prennent pas conscience. Cette personne a fait des courses avec sa cousine. Donc cette cousine devient une personne contact qui elle-même deviendra source de propagation pour d'autres personnes. Et on a rendu visite à quelqu'un qui est déjà fragile. C'est pour ça qu'il est malade à l'hôpital. C'est ça le problème, l'enjeu. Donc quand on dit à quelqu'un reste à la maison, c'est pour la bonne cause. Alors revenons à la question sur déménager un hôpital. Effectivement, c'était dicté par le fait que déjà à un moment donné, on avait vu que la structure d'accueil du centre de traitement de gestion au CHU Campus ne pouvait plus accueillir les patients et déjà étaient diagnostiqués positifs mais devaient rester à la maison. On s'est dit, nous sommes en début d'épidémie et nous avons des cas positifs. S'il faut attendre que ces gens restent à la maison pour qu'on trouve des solutions, l'épidémie va partir. Surtout que nous avions l'expérience que ces gens déambulaient et rendaient visite à leurs amis, allaient boire de la bière dans les bars. Donc il fallait le faire. Alors ce jour, quand cette mission nous avait été confiée, c'était pas évident, mais tout le monde a beaucoup travaillé. J'apprécie ici le secrétaire général du ministère de la Santé, qui est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. C'est investi. Oui, et il y a le directeur même du CHR, Lomé Commune, qui est vraiment... tout le monde a soulevé les tables, on a fait tout ce qu'il fallait, tout le monde a pris les balais, on a nettoyé, on a nettoyé le sol avec les agents de nettoyage. C'était ménage. Oui, oui. Et à 16h, on avait donc lancé la lettre pour commencer par déménager les patients. Il y avait ceux qui étaient actifs qu'on devait aller chercher, et c'était une course-poursuite, et certains refusaient de venir. Et il a dû falloir l'intervention personnelle du chef de l'État pour que Manu Militari, on les amène au centre de communication, parce qu'ils se baladaient, ils s'en foutaient royalement. C'est ça aussi la réalité de la crise. La difficulté. La difficulté. Il faut que les gens comprennent que nous gagnerons tous si nous acceptons les mesures. Sinon, nous allons tous périr comme des cons. Et ça, ce n'est pas admissible. Très bien. Alors, face à la situation du coronavirus, le gouvernement a pris d'importantes mesures pour protéger la population. Ces mesures sont-elles suffisantes ou bien les Togolais attendent encore davantage de l'État? Quelles sont alors les attentes des Togolais? Nous avons promené notre micro dans la rue. Voici tout de suite les premières réactions dans ce premier micro-trottoir.
plié la campagne de sensibilisation. La population n'est pas sensibilisée dans un premier temps. Ajoutons aussi que la cherté des gants, des masques, ça fait que la population n'a pas les moyens. Vous voyez, les gants se vendent de nos jours à 500, à 550 dans les pharmacies, contre 100 francs auparavant. Donc cela dérange beaucoup la population. J'aurais voulu que l'État subventionne le truc là, les gants, les masques, pour que la population ait accès à ces choses préliminaires pour limiter la maladie. Il y a des gens qui ont les moyens, qui peuvent se préoccuper de cette masque-là, mais qui s'en foutent pas mal. Ils se disent que le coronavirus n'est pas encore une réalité sur le terrain. Donc jusqu'à présent, comme il n'y a pas de décès en tant que tel sur le territoire, donc on a pris ça à la légère. Il va falloir que les gens sachent que c'est une pandémie. Nous voulons que le gouvernement prenne en charge les cas infectés, mais à la disposition de la population les moyens, et par exemple les gants, les cache-nez, à ce qu'on puisse se protéger contre cette pandémie qu'est le coronavirus. Donc bon, c'est mon avis personnel. Et les cas infectés doivent bien être traités, c'est-à-dire mettre en quarantaine ces cas-là. Il faut que ces gens infectés aient un suivi. Ils ont élaboré des politiques, ils ont pu donner des communiqués. Par exemple, nos enfants qui sont à la maison. Mais on remarque qu'il y a un peu, je ne dirais pas d'inconscience, mais la population n'est pas assez sensibilisée parce qu'il y a toujours certains qui sont sceptiques. Maintenant, le gouvernement a demandé aux bonnes dames de porter le masque, c'est bon. Seulement, est-ce que nos moyens, parce que le masque même, il coûte très cher maintenant, 1 à 500. Est-ce que la bonne dame au marché, combien elle fait par jour pour pouvoir se procurer ce cache-nez? Et ce cache-nez ne doit pas être porté à longueur de journée. Donc nos attentes à l'endroit du gouvernement, s'ils peuvent, sur le plan local, comme on le voit dans des pays, mobiliser les bonnes volontés pour commencer à fabriquer ces cache-nez et à les mettre à disposition. Ces cache-nez doivent être à portée de main. Même s'ils ne doivent pas être, ils ne peuvent pas, selon leurs moyens, être distribués gratuitement, que ce soit abordable. Les gels mains, c'est carrément rare. Nous avons de l'alcool et je suis sûre que nos hôpitaux et autres pharmacies savent fabriquer de l'alcool. Donc pourquoi ne pas rapidement s'organiser pour nous trouver un gel local qu'on peut distribuer pour les gels. Maintenant, au niveau des centres de santé, je ne peux pas aller au centre de santé, on va me dire de payer mon gel d'abord. Ça doit être automatique. J'ai vu des dispositifs de lavage de mains dans certains centres de santé, mais ce qui manque en complément, c'est le gel. Au niveau du centre de santé, pour les malades, on ne doit pas s'attendre à ce que le malade aille s'acheter le gel. Puisqu'on veut endiguer, c'est quelque chose, quand on voit la télé, ce ne serait pas bon que l'Afrique, connaissant bien ses moyens, laisse cette maladie évoluer. Si on doit couper tous les budgets et les canaliser pour endiguer ce mal, ce serait souhaitable parce que nous sommes encore en développement. Donc vraiment, nos attentes à l'endroit du gouvernement sont très élevées. Très élevées. Que le gouvernement fasse de son mieux en ce moment pour qu'on n'aille pas au niveau du confinement. Les bars, on entend encore les bars jouer la nuit. Donc vraiment, c'est veiller à ce que le respect de ces communiqués, de ces politiques soit vraiment appliqué. Aussi, on entend encore les bars jouer la nuit. Alors, beaucoup de mesures de précaution ont été prises, c'est vrai, par le gouvernement. Est-ce que vous avez mis en place un autre comité de suivi et de contrôle pour le respect de ces mesures? Parce qu'une chose est de prendre des mesures, une autre est de les faire respecter. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez écouté la dame et réagissez. Merci beaucoup, Carole. Je vous en prie. Alors, hier, je regardais sur le profil WhatsApp de certains et puis j'ai vu quelqu'un qui a mis
un truc extraordinaire qui m'a fait sourire et qui continue pas à me faire sourire. Et alors, qu'est-ce qui a été dit sur son profil? Que la discipline a sauvé la Chine, l'indiscipline est en train de noyer l'Occident et l'inconscience va terminer ou va finir avec les Africains. Alors, pour dire que il faut que cet état d'inconscience-là, ça s'arrête. Il faut que nous prenions vraiment la conscience face à nos consciences face à cette épidémie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand ça avait commencé en Chine, c'était un peu comme de la blague. La Chine, qui est la deuxième puissance du monde, avait manqué de tout. Tout a été jeté, même en Afrique, pour aller soigner les gens. La grande Chine. Aujourd'hui, l'Europe a cherché à acheter vers les pays, même vers l'Afrique. Et voilà, la maladie est en train d'arriver. Ceux qui continuent à défier, je crois qu'il y a une étape de l'application des lois. Et le gouvernement, je crois, est en train d'étudier les mesures de l'application stricte de ces tests. Pour le moment, je crois quand même que les gens prennent conscience, un peu. Quand vous arrivez dans les marchés, l'animation ordinaire n'est plus ça. Même les rues, ce n'est plus vraiment ça. Les rues sont plus ou moins clairsemées, ce qui veut dire que ceux qui se baladent ordinairement ont compris qu'ils doivent rester chez eux. Alors, je crois qu'une étape devra être franchie et nous, acteurs techniques des différents secteurs du gouvernement, plus les différents responsables de tous les niveaux, je crois que nos propositions iront au gouvernement dans ce sens pour passer à l'application stricte des directives qu'ils ont données. Et ceux qui, d'ailleurs en venant, j'ai vu encore quelqu'un mettre des chaises devant son bar et je crois que ces chaises devront être donc ramassées quand on va passer à l'application stricte. S'il n'a plus de chaises, donc il n'aura plus à accueillir des... Bref, je crois que nous sommes à l'étape de sensibilisation. On va aller doucement, c'est pourquoi toutes ces émissions sont animées et nous sommes suivis de près par ceux qui ont compris. C'est pour ça d'ailleurs je remercie cette dame qui a rappelé ce que l'État doit faire, mais ce que la population doit également faire pour que nous puissions rayer ce mal. Il n'est d'intérêt pour personne que tout le monde soit infecté. Et je crois que si nous nous comportons bien, on peut faire comme la Corée du Sud, qui rapidement, comme Taïwan, comme l'Israël. L'Israël maintenant autour de 1000 a dépassé légèrement 1000 cas, mais comme ça ne progresse plus, c'est-à-dire ils vont arriver à... Donc il faudrait que nous puissions respecter cela. Il y a quelque chose qui les trompe. Si nous avons les services techniques arrivent à découvrir autant de cas et que dans certains pays, il n'y en a pas suffisamment, c'est que nous n'avons pas les mêmes niveaux de performance en termes de surveillance des maladies épidémiologiques. Le système de surveillance des maladies épidémiologiques au Togo est très performant. Pourquoi je dis ça? Le premier cas a été découvert par le corps de santé. Ça veut dire que notre personnel est bien formé. Sinon, ça pouvait passer dans les mailles et puis infecter plein d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai comme l'impression que vous jetez des fleurs. Non. Il faut, quand les gens travaillent... Vous savez, le problème du Togolais, c'est qu'on ne sait pas apprécier les efforts des gens. Non, on ne peut pas. Moi, je voudrais bien dire à la fois, bien évidemment, moi, je ne suis plus un acteur clinique. Je ne fais plus les soins. Vous savez, mon domaine clinique. Oui. Alors, si les gens travaillent, il faut les féliciter. Toutefois, il faut les encourager à travailler. Je sais qu'il y a des voix dissonantes actuellement. Il y a des voix dissonantes actuellement qui portent haut sur certaines insuffisances, mais ça ne doit pas être ça. Parce que ici, comme l'a dit le président français, c'est une guerre. Mais c'est la guerre sanitaire. C'est en ce moment-là que nous devons tous nous battre. Quand vous voyez le doyen de la faculté de médecine, qui est lui-même
au front pour les soins. Quand vous voyez le chef de l'État qui a laissé toutes ses activités pour se concentrer essentiellement pour la lutte contre cette maladie, ça veut dire que vraiment c'est du sérieux et nous devons nous mettre ensemble. C'est vrai, c'est du sérieux, la situation elle est inquiétante. Vous avez dit que vous êtes à l'étape de la sensibilisation et tout à l'heure dans le sujet qui vient de passer, on a dénoncé le déficit de communication. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas assez d'informations sur le coronavirus. Est-ce que vous n'avez pas mis en place une cellule de communication pour mener de vastes campagnes de sensibilisation dans le pays, Dr Aoussi? La sensibilisation ne porte pas. C'est vrai que nous, les médias, nous sommes là pour vous appuyer, pour relayer les actions de l'État, mais ça ne suffit pas. En tant que membre du comité de riposte, la sensibilisation doit être au cœur même de cette lutte-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, je suis déjà content parce que vous, déjà, ça fait la deuxième fois que vous animez une émission sur le coronavirus et plein d'autres émissions, si on ne prend que les médias. Il y a beaucoup d'informations qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le message du chef de l'État, la dernière fois, c'est sur Twitter. Beaucoup de gens ont relayé ça. Il y a les sensibilisations aux frontières dans les villages. Mais quand nous sommes passés à une phase supérieure, à un niveau plus élevé de l'épidémie, où on ne pouvait plus alors tolérer des rassemblements de plus de 15 personnes, la stratégie change. C'est pour ça que nous allons inviter ici, contrairement à ce qui se faisait il y a 3 ou 4 semaines, les préfets, les chefs traditionnels à continuer les sensibilisations aux côtés de nos responsables des formations sanitaires et aux côtés des ONG. Mais cette fois-ci, c'est une sensibilisation de proximité. Il faut que tout le monde parle de coronavirus à la maison. Il faut que les gens cessent de recevoir des visites inutiles. D'ailleurs, il y a plus suffisamment de visites utiles pour contrer cette maladie. Chacun, à son niveau, doit contribuer donc à la sensibilisation de la population. Et je crois que c'est le métier que vous faites si bien. Merci. Ceux qui disent que c'est insuffisant, ça veut dire qu'ils ont déjà eu des informations. Et pour toute information supplémentaire, le 111, qui a aujourd'hui une capacité plus grande, qu'on continue, que le gouvernement continue par élargir, aura toujours des capacités pour répondre à toutes leurs questions et à leurs inquiétudes et intervenir au moment opportun, si c'est nécessaire, jusqu'auprès d'eux, pour pouvoir voir exactement ce qui se passe grâce à nos équipes d'intervention rapide. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers Dr Assi. Vous avez écouté la dame de tout à l'heure et elle a mis l'accent sur les mesures de protection, notamment les masques, les gants et le gel hydroalcoolique. Alors par rapport à ce gel, est-ce qu'on ne peut pas trouver un substitut? Un substitut avec des ingrédients désinfectants bio? Alors, parce qu'il y a rupture. Première chose, rien ne remplace l'eau et le savon. Retenons-le, diffusons-le, répétons-le, rien ne remplace l'eau et le savon. Les gels sont des palliatifs quand on se retrouve dans un milieu, dans un endroit où on n'a pas accès à l'eau, au savon. Mais de l'eau et du savon, dans toutes nos contrées, il y en a. Abusons de l'utilisation de l'eau et du savon par rapport à l'hygiène qui nous est recommandée dans la lutte contre cette maladie. Les gels ne sauraient remplacer cette hygiène corporelle, cette hygiène quotidienne que nous tous nous apprenons depuis tout petit. Donc, ne focalisons pas trop sur les gels. Nous avons du savon partout. Et donc, c'est des dispositions à prendre pour avoir de l'eau et du savon pour pouvoir se laver régulièrement les mains. Les gels dépannent, mais que cela ne devienne pas la règle à la place de l'eau et du savon. Il est vrai que les gels manquent puisque ce sont les matières premières pour le fabriquer ne sont pas toutes produites au Togo. Une matière première principale, c'est de l'alcool, mais il y a d'autres éléments qui rentrent dedans et quand ça manque, on ne pourra pas fournir les gels en quantité suffisante.
plusieurs fournisseurs de la place s'activent à en faire venir, à en fabriquer aussi, mais cela ne suffira pas. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur de l'eau et du savon. À tout moment, la dame a parlé tout à l'heure des dispositifs de lavage des mains. C'est bien de le réactualiser à la maison, dans les endroits publics. Vraiment insister sur le lavage à l'eau et au savon. Merci beaucoup, Dr Rassi. Alors, après quelques jours après son apparition en Chine, le Covid-19 s'est vite propagé dans le monde au point où on parle aujourd'hui d'une pandémie. Alors, du côté des recherches pour des solutions thérapeutiques, un produit fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de la chloroquine. Associé à d'autres produits, ce médicament apporterait une petite lueur d'espoir dans le traitement du coronavirus et les grandes puissances veulent y croire. Suivez ce reportage de nos confrères de la chaîne étrangère TF1 et appréciez vous-même le contenu et on revient juste après sur le plateau. Chloroquine. Ce médicament contre le paludisme serait-il un traitement efficace contre le coronavirus? Aux États-Unis, Donald Trump veut y croire. Il veut rendre la chloroquine disponible immédiatement. J'ai le sentiment que ça peut marcher. Et je ne suis ni exagérément optimiste, ni exagérément pessimiste. Mais bien sûr qu'on doit l'essayer. Il y a des choses intéressantes et certaines choses très bonnes qui se produisent. Voyons ce qui va se passer. Mais bon sang, on n'a rien à perdre. Le gouvernement américain s'est notamment laissé convaincre par une expérimentation française menée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Sous les ordres du docteur Raoult, professeur en microbiologie, une équipe de chercheurs a testé la chloroquine associée à un antibiotique sur 24 patients atteints du Covid-19. Au bout de quelques jours, résultat spectaculaire. À la fin de l'essai, au bout de 6 jours, aucun d'entre eux n'avait le virus détectable. C'est-à-dire qu'il n'était plus contagieux, d'une part, et il n'avait plus de fièvre. Alors qu'en pensent les autorités françaises? Jusqu'à présent, elles ont jugé les travaux du professeur Raoult avec une grande prudence. Mais aujourd'hui, changement de cap. Dès la semaine prochaine, la chloroquine intégrera l'essai clinique européen Discovery, dans lequel 3200 patients, dont 800 Français, testent déjà différents médicaments comme un antiviral et des combinaisons de molécules contre le VIH et les hépatites. L'effet de ces traitements, auxquels s'ajoute désormais la chloroquine, sera mesuré à grande échelle, ainsi que leurs effets secondaires, résultat espéré dans 6 semaines. Mais ce médecin généraliste pense qu'il ne faut plus attendre. On a déjà des études qui ont été faites de tolérance à moyen terme et à long terme. On sait que ce médicament est bien toléré. Si on pense que la chloroquine, pour tout ce qu'on en sait, peut avoir une activité sur cette épidémie, dès lors on ne voit pas comment on peut faire l'impasse sur ce médicament. Ça ne coûte rien. Les comprimés coûtent 4 centimes ou 6 centimes. La France dispose d'un stock de 350 000 boîtes permettant de traiter 350 000 patients. Les laboratoires Sanofi qui produisent la chloroquine attendent le feu vert du gouvernement pour faire tourner leurs usines à plein régime. Professeur Dagnan, quelle est votre réaction par rapport à ce sujet? Vous l'avez suivi? Ah oui, je l'ai suivi, j'étais très intéressé d'ailleurs. Oui. Alors, moi, je voulais emprunter une phrase du président américain Donald Trump. Nous n'avons rien à perdre. On n'a rien à perdre. Tout à fait. Et en essayant la chose. En essayant, on n'a rien à perdre. Ouais. En plus, en Afrique, par rapport à la tolérance de la chloroquine a été utilisée en Afrique pendant plusieurs années pour traiter le paludisme. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur ce plateau qui n'a jamais pris la chloroquine. Non. Et donc, c'est une opportunité. Ouais. Rajoutons-le au traitement et ensemble, nous allons faire ces essais pour voir si les patients vont s'améliorer. Nous n'avons pas le droit d'attendre. Il y a des essais qui ont été faits à Marseille qui prouvent que ça apporte une meilleure guérison, ça accélère la guérison des patients. Moi, je pense que nous devons aller dans ce sens. Il n'y a plus besoin d'attendre. Très bien. Professeur Wateba, actuellement, les malades qui sont en confinement au niveau du CHR Lomé Commune, quel traitement reçoivent-ils? Les tout premiers cas ont été traités symptomatiquement, c'est-à-dire que quand ils font la fièvre, on donne un antipyrétique, le médicament qui diminue, réduit la fièvre, et aussi on donne de la vitamine C un peu pour aider. Et
les cas que nous avons actuellement sur les 18 ou les 17 qui sont hospitalisés à ce jour, il n'y a que 3 qui développent des formes un peu pulmonaires, dont un que nous avons admis aujourd'hui qui aurait une maladie ajoutée, donc qui devient un terrain un peu fragile. À ces cas, comme l'a dit le professeur Dagnan, nous ne perdons rien en essayant quelque chose de nouveau. Nous allons voir plus tard si vraiment c'est la solution ou pas. Ouais. Donc à ce titre, nous les avons mis sur les médicaments spécifiques aujourd'hui dont on parle dans les 2 médicaments. Et je dis encore une fois merci au secrétaire général qui s'est battu pour trouver seulement 22 boîtes. 22 boîtes, en sachant qu'une boîte c'est pour un malade, pour la durée du traitement qu'il faut. Et le directeur du CHU aussi a ajouté les antibiotiques complémentaires pour pouvoir assurer le traitement de ces gens. Donc aujourd'hui, nous avons démarré chez ces personnes qui sont assez fragiles ou qui avaient des difficultés respiratoires ce traitement. On va évaluer dans 3 jours pour voir à peu près comment leur état va être et on va généraliser au besoin. Mais ce traitement, s'il s'avère efficace, nous n'allons pas l'utiliser chez monsieur ou madame n'importe qui. On ne l'utilisera que chez les personnes qui en auront vraiment besoin, c'est-à-dire qui auront un problème respiratoire, ou chez les personnes chez qui on risque d'avoir un problème respiratoire parce que présentant un terrain qui peut leur être préjudiciable. Très bien. Docteur Assi, la chloroquine se retrouve au cœur des solutions thérapeutiques. Vous êtes pharmacienne et directrice de la CAME. Est-ce que nous disposons assez du stock de ce produit-là, la chloroquine? Alors non, puisque la chloroquine, comme signalé au départ, est un médicament utilisé contre le paludisme, donc pendant des années, et qui a été progressivement remplacé par des combinaisons... D'autres molécules. Voilà, par d'autres molécules. Ouais. Et donc, la chloroquine a continué d'exister pour prendre en charge une autre maladie, pas le paludisme, et une maladie assez rare, donc dont les quantités en termes de production ont drastiquement diminué dans le monde entier. Donc nous n'avons pas une grosse quantité. Le professeur tout à l'heure a parlé de 22 boîtes donc, qui sont mises de côté. Alors ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la chloroquine n'est pas à but préventif, puisque actuellement c'est vraiment la folie un peu partout dans le Togo. Tout le monde veut avoir de la chloroquine à la maison, sous la main, au cas où. Ce n'est pas destiné, et le professeur Iou l'a dit tout à l'heure, ce n'est même pas tous les patients qui sont détectés positifs qui sont mis sous chloroquine. Même ceux qui sont malades, qui sont mis sous chloroquine. Et on aura qui, juste avec la prise en charge des symptômes tels que la fièvre ou la fatigue tout simplement, vont guérir tout simplement sans avoir à prendre ce protocole-là. Donc c'est le médecin qui évalue l'état du patient et qui décide la mise sous le protocole. Donc il ne sert absolument à rien de courir après la chloroquine. Au contraire, on s'expose aux effets de l'automédication, sans compter qu'on n'est pas sûr de la source. Parce qu'avec toute la spéculation qu'il y a sur le marché autour de la chloroquine, tout le monde est prêt à en acheter sans se poser de questions de par où on l'a acheté, où est-ce qu'on l'a pris. Tout le monde, c'est vraiment la folie autour. Il faudrait qu'on se calme et que ce soit les gestes barrières, la prévention sur laquelle on met l'accent actuellement, qui soit vraiment d'hygiène élémentaire. Je vais vous demander une chose, docteur Assi. Regardez bien droit dans la caméra et envoyez un message à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui seront tentées ou bien qui sont tentées de prendre comme mode de prévention la chloroquine, puisque sur tous les réseaux sociaux, on n'a que ce produit à la bouche, la chloroquine. Regardez dans la caméra et adressez-leur un message ce soir. Alors, je vous en prie, mes chers frères et sœurs, la chloroquine ne va pas résoudre le problème. Nous sommes face à une maladie qui est dangereuse. Nous avons tous besoin de nous protéger les uns les autres en pratiquant les mesures d'hygiène qui nous ont été indiquées, telles que ne pas se serrer la main, respecter une distance d'au moins 1 mètre entre nous, se protéger la bouche et le nez quand nous sommes dans un environnement que nous partageons avec les autres, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Là se trouve réellement notre salut, pas dans des comprimés de chloroquine qui seraient
de qualité douteuse même. Merci beaucoup, Dr Rassi. Le message est passé. Alors, nous poursuivons cette émission avec le sujet suivant. En cette période de propagation du virus du Covid-19, le port de masques et de gants est l'une des mesures de prévention pour réduire les risques de contamination. Et ces objets de prévention sont-ils obligatoires et systématiques? Les porter est-il donc une nécessité? Nous avons sorti la caméra dans la rue, vu et constaté. C'est un dossier réalisé par l'équipe de Santé d'abord. Regardez. Nous sommes en pleine circulation dans le centre-ville. Situation inhabituelle, le port du cache-nez et des gants sont perceptibles. Bon nombre de Togolais ont pris la mesure de la chose et décidé de se protéger contre le coronavirus. Des mesures qui échappent à d'autres, faute de moyens de se payer les cache-nez et les gants. On peut porter le cache-nez nous tous, mais pourtant c'est comme si le cache-nez est devenu un bien de luxe que tout le monde doit acheter. Et que ce qu'on vend 100 francs devient à 300 francs, ce qu'on vend à 200 francs, ça devient à 600 francs. Ça fait que nous ne sommes pas tous riches pour pouvoir acheter le pourquoi su comme ça. Malheureusement, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Le port du cache-nez et des gants est inapproprié et contraignant pour certains. Bon, il m'a dit parce que bon, vu la circulation, mais bon, il y a une carré de moi la théorie. Il m'a dit il a prendre soin. Non, tout la home à aller si à alors ça suffit. Oui, dormez, le bénin le dormez, et nous, mais c'est que la d'opéra aussi derrière le classique. Donc, on a d'opéra. Il y a la home à nos propres ça va aller. Le cola, Jabalaji, Atike Kelate, Peremiantier, dans les Madouniajo, vaccination Kelate Peremiantia. Kudo Bidola Dog Bedado, et Nebel de l'Elanti. The Biomaten à home school, my Imaten, de Mimato Town, Mimai Chachio. Bebe Toach, Yamidola, Fluemila Dog Bedale, Milania, no Joy. Donc, then more Mimten Dog Bedo, Biola Homere, Mate Bamore. Donc, les communautés ont donné le gouvernement à la recherche, à ticket nos ans et il a été volé. Pour se procurer les cache-nez et les gants, l'on n'a pas besoin forcément de se rendre dans une pharmacie. Des vendeurs ambulants, jeunes et enfants se faufilent entre motos et voitures au niveau des feux tricolores pour écouler leurs marchandises. Mais où s'approvisionnent-ils? À la pharmacie, c'est quand payons la pharmacie, on n'a pas déjà la pharmacie. Allez payer ça. Et à l'autre on paye la pharmacie, à l'autre on vend au marché. On a payé sa pharmacie. Si on a payé, c'est fini. On a parti à la pharmacie encore, on a payé en gros pour en train de vendre en détaillé. Bon, on a payé les cartons, 20 000. Il y en a 50 dedans. On vend 500. Les gens sont en train d'acheter ça. Depuis matin là, moi je prends un carton comme ça là. Donc ça reste un peu seulement dedans. Non, ça là c'est 300. Ça là on prend les cartons, on prend ça là 13 000. Un de ça là on vend 500. On a payé les cartons 20 000. Les gars, on a payé les gars 5 000. On vend ça 100 francs. Un comme ça on vend 100 francs. Les deux comme ça on vend 200. Depuis le matin, c'est ce qui a resté comme ça, moi j'ai attendu de vendre. Je n'ai pas compté parce que c'est 100 qui est dedans. On paye 5 000. Si on a vendu 100 francs, on va vendre ça jusqu'à 10 000. L'État a interdit la surenchère. Respecter cette mesure importante en vendant ces objets de protection à prix raisonnable permettra à beaucoup de Togolais de se prémunir du coronavirus, une maladie dangereusement mortelle. Actuellement, des malades infectés se retrouvent au CHR Lomé Commune et se battent probablement contre la mort. Restons donc vigilants. Merci beaucoup à l'équipe de Santé d'abord. C'est vrai, restons donc vigilants. Docteur Rassi, c'est vrai, les gants, les masques et tout le reste. Et surtout, vous avez écouté le commerçant, le dernier commerçant qui a parlé. Il a dit qu'ils vont s'approvisionner dans les pharmacies.
Et selon vous, il a dit une boîte, lorsqu'il paie une boîte à 5 000, il revend cette boîte-là à 10 000. Et pourtant, l'État a récemment interdit la surenchère sur certains produits. Et pourquoi est-ce que vous autorisez à ces personnes-là la vente en gros, justement, des masques et des gants? Ça sent très bien qu'ils vont aller revendre à des prix vraiment élevés. Alors, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Une chose est sûre, les masques vont être écoulés pour être utilisés, ce n'est pas pour être jetés ou quoi que ce soit. Dans la situation actuelle, il vaut mieux, quand quelqu'un veut un masque, on a les moyens de le lui vendre, de le lui céder. Ça, c'est vraiment, on sait que ça va être utilisé et c'est déjà un pas dans les mesures de protection individuelle. Maintenant, sur la surenchère, le Togo, tout comme les autres pays, n'est pas épargné. Et ça permet de mettre en exergue vraiment le problème de l'indépendance de nos pays par rapport à la production, que ce soit pharmaceutique, que ce soit un certain nombre d'intrants utilisés dans le domaine de la santé. Monsieur le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure, la Chine a dû acheter des intrants ailleurs que chez lui, alors que nous tous, nous savons que la Chine est le grenier des matières premières, des produits pharmaceutiques pour pratiquement le monde entier. Donc aujourd'hui, la loi du marché fait que tout ce qui est très demandé manque, crée de la surenchère et notre pays n'est pas épargné par rapport à cela. Donc c'est un fait qui progressivement, avec tous les efforts qui sont faits par le gouvernement pour approvisionner en tout cas les structures sanitaires en gants et en masques, et avec les efforts aussi qui sont faits par la population pour se protéger, progressivement le marché va se stabiliser. Mais en cette début de crise sanitaire où ces intrants ont été identifiés comme nécessaires, c'est normal quelque part qu'il y ait une flambée. Après, ça va se stabiliser. Très bien. Docteur Aoussi, l'État a été interpellé. Vous êtes là ce soir et vous représentez justement l'État. L'État a été interpellé sur la disponibilité et l'accessibilité des masques et des gants qui doivent être distribués gratuitement à la population. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, merci Carole. Au fait, il faut donner les priorités aux besoins. D'accord, je suis sûr que la population même voudrait que si le Togo était un fabricant de ces intrants, c'est les hôpitaux. Pour que leurs frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux soient protégés, pour qu'ils restent vivants, pour continuer à prendre soin d'eux. C'est dans ce sens-là que l'État, le gouvernement, a tout fait pour disponibiliser le minimum qu'il faut, et c'est ça qui permet aujourd'hui aux hôpitaux de continuer à fonctionner, et ça fonctionne toujours. Et vous aurez pu constater sur les réseaux sociaux la diffusion de certaines images grâce aux meilleures relations diplomatiques que le chef de l'État a nouées à l'étranger. On a reçu des dons, donc l'avion a atterri et on a montré ce qui renforce davantage les entrants que nous avons. Bien évidemment, si le Togo était un producteur, le problème se poserait moins à cette étape-là, parce que nous avons moins de cas et que les gens pouvaient travailler encore sous protection. Alors, cela dit, tous les moyens sont actuellement déployés avec les partenaires de l'État, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, les milieux, en tout cas la coopération bilatérale et multilatérale pour appuyer le Togo. Et comme je vous le disais tantôt, les dons sont, en tout cas les promesses de dons sont annoncées de plus en plus nombreuses. Ok, très bien. Professeur Daniel, selon l'OMS, je le cite, pour lutter contre le coronavirus, il faut des méthodes agressives et ciblées. Comment comprenez-vous cela? Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette agressivité dont nous parle l'OMS? Merci, mais avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est par rapport à la chloroquine. Alors, entendons-nous bien, la chloroquine n'est pas un médicament de prévention qu'il faut boire chaque matin avant de sortir et ne plus respecter les mesures classiques qui vont permettre de baisser les transmissions. Deuxième élément sur lequel je voulais revenir, c'est l'utilisation des gants. Autant pour les masques, il y a l'unanimité là-dessus,
Mais ce n'est pas recommandé de voir les gens se balader dans les rues avec des gants portés partout. Non, ce n'est pas logique. Les gants sont réservés habituellement au personnel de santé. On peut utiliser des gants dans les maisons pour faire des ménages et après on s'en débarrasse. Mais porter des gants et ne même pas savoir comment l'enlever pour se recontaminer, c'est pas indiqué. Donc l'utilisation larga manu dans les rues des gants, c'est pas ce qui est recommandé pour la prévention. Donc le lavage des mains, c'est très important, on est revenu là-dessus, et l'utilisation de la solution hydroalcoolique si on peut. Et si on est à la maison, on n'a pas besoin d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Les gens sont à la maison, il y a le robinet, il y a l'eau, il y a le savon, et on dit qu'on veut utiliser la solution hydroalcoolique. Non, l'eau et le savon sont les meilleurs moyens de prévention si on les compare par rapport à la solution hydroalcoolique. Maintenant, revenons à votre question, les mesures drastiques qu'il faut prendre, et c'est ce que la Chine et certains pays d'Europe sont en train de faire, c'est de réduire tout ce qui est activité où il y a regroupement de monde. Les églises, les funérailles, les lieux de loisirs. C'est-à-dire que nous devons céder un peu sur notre liberté pour un temps pour pouvoir gérer cette épidémie. Et donc le gouvernement a d'ailleurs pris de très bonnes mesures dans ce sens, en limitant le nombre de personnes qui peuvent se regrouper pour une réunion, en fermant les églises et les lieux de culte, les églises, les lieux de culte et les mosquées. Ce sont toutes ces mesures de privation qui constituent des mesures fortes qu'on doit prendre pour arriver à endiguer l'épidémie. Très bien, merci beaucoup professeur Daniel. Vous l'avez dit, ces mesures de protection ou bien de prévention sont des mesures drastiques. Docteur a aussi dit, nous, parmi ces mesures, les marchés n'ont pas été fermés. Et pourtant, lorsqu'on va au marché, il y a tout un regroupement de femmes qui vendent et des acheteurs, des allées et venues. Même au niveau des services publics, il y a du regroupement, il y a du monde. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de mesures pour fermer les marchés? Qu'est-ce qui explique cela? Parce que des gens se posent des questions. Les gens doivent se poser des questions parce que c'est un constat. Oui. Un constat, mais comme je le disais tantôt, je crois que l'observance se fait peu à peu. Et une mesure prise, quand c'est appliqué aussitôt avec vigueur, ça peut créer de l'incompréhension et vous pouvez aller à l'impasse. Je crois que au lendemain de la prise de ces mesures, la population sortait plus qu'ils ne sortent aujourd'hui. Ça, c'est déjà féliciter cet effort de la population. Mais cela dit, ils doivent faire encore plus d'efforts. Quand vous prenez les marchés, la manière dont nos marchés sont habituellement bondés, ce n'est plus ça. C'est pour ça que nos appels incessants doivent pousser la population à savoir que ceux qui n'ont rien à faire dehors, ils n'ont qu'à rester chez eux. Puis là, si nous fermons les marchés, les gens vont se nourrir de quoi? Surtout pour ceux qui doivent travailler au quotidien, pour venir aux besoins de leur famille. Ce qu'on leur demande, c'est que quand ils sortent, ils doivent respecter les mesures élémentaires. Mais sinon, quand l'épidémie va prendre une courbe galopante, nous serons tous astreints à rester à la maison. Le personnel de santé sera consigné à l'hôpital et tout le reste sera enfermé chez eux. Voilà, donc je crois que nous incitons véritablement la population. Et il y a des illusionnistes. Comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, parce que hier j'avais animé une émission dans une radio Carré Jeune ou bien quelque chose comme ça. Oui. Et puis aujourd'hui, un jeune m'appelle pour dire que bon, eux ils sont allés là-bas prendre mon numéro, que c'est pour dire que ils ont une prophétesse ou bien quelque chose comme ça, qui dit que Dieu lui a donné le remède miraculeux pour traiter la maladie. C'est un peu comme... Il a vu ça dans la vision. Exactement. Vous voyez comment les gens se font c'est de l'hallucination. Vous voyez, il faut qu'on fasse tout pour décourager ça. Et je crois que le dialogue
franc que j'ai eu avec ce jeune, il a compris que sa marraine est en train de les tromper. Il faut que les pasteurs, les prêtres, les pasteurs, les imams, tous ceux qui sont dans les divinités traditionnelles comprennent que l'heure est grave. Ils doivent respecter les directives de l'État. Tout attroupement est interdit. Les funérailles, ça ne vaut pas la peine que quelqu'un se déplace juste parce que son parent est décédé. Il fera le deuil après. C'est une situation difficile pour nous tous. Ce n'est pas le souhait du gouvernement de bloquer qui que ce soit, mais c'est ça seulement qui peut sauver la population togolaise. Très bien. Professeur Wateba, rompre la chaîne de transmission reste le nœud de la grande problématique. Alors pensez-vous que cet aspect est bien géré par rapport à toutes ces mesures qui sont prises? Je crois que les acteurs principaux, à savoir l'État, et puis relayés par les acteurs périphériques comme les médias, jouent leur rôle, essayent de jouer leur rôle. Mais il revient maintenant que la population s'approprie la véracité de cette information de l'existence de la maladie. Nous ne pourrons jamais, je le dis bien, nous ne pourrons jamais venir à bout de cette maladie si, au milieu d'entre nous, il y a des gens qui ne croient pas. Il faut fuir comme la peste. Quelqu'un qui, à ce jour, croit à l'inexistence de cette maladie, il faut le fuir comme la peste. Parce qu'aujourd'hui, c'est lorsque nous aurons accepté, que nous aurons compris que cette maladie est vraie, elle existe, elle est dans nos milieux, dans nos contrées, elle est dans nos familles, que nous allons essayer évidemment de faire en sorte que de l'application des mesures de protection découle un jour notre aptitude à pouvoir arrêter la chaîne de transmission. Nous ne pourrons jamais le faire si au milieu d'entre nous il y a un problème. C'est pareil par exemple dans nos équipes d'intervention médicale sur le terrain. Lorsque une seule personne faillit aux règles d'hygiène, aux règles de sécurité, on le sort immédiatement du lot. Il y a des parcours, le CHU, comme vous le voyez, le CHR aujourd'hui, vous le voyez, c'est un bâtiment, mais c'est cloisonné. Il y a une partie verte, il y a une partie jaune, une partie rouge. Et il y a un circuit. Quand vous allez dans un sens, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Quand vous sortez, vous faites au moins 200 mètres avant de revenir par une entrée où on vous décontamine totalement avant de revenir dans la zone verte. Et c'est des règles strictes. Donc si on n'applique pas ces règles, vous allez voir que ça fait déjà à peu près un mois que c'est l'équipe des maladies infectieuses qui pour le moment est au devant, parce que avant qu'on ne mette en place la logistique, former tout le monde, tous les médecins pour qu'ils soient huilés à la chose, on a pris d'abord les médecins infectiologues, donc c'est le service des maladies infectieuses, et c'est eux qui font l'essentiel du travail jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'actuellement on est submergé, on est fatigué, on va aller maintenant à la formation des autres pour que chacun essaie d'apporter sa pierre à la construction. Non, c'est extraordinaire, c'est important, les mesures d'hygiène. Et tout le monde doit le faire. Si dans une maison, vous avez une borne qui n'écoute pas, il vaut mieux la libérer, qu'elle aille chez ses parents. Parce que c'est celle-là qui va vous amener des problèmes. Si vous avez un frère, un cousin qui lui ne croit pas, il se promet de se balader, pour le moment, les copines et les maîtresses, donnez-leur des congés. Il faut leur donner des congés. Parce que quand vous quittez chez la maîtresse ou la copine, vous ne savez pas qui vient après vous. C'est vrai. C'est une réalité. Donc il faut que chacun vraiment se donne un peu de vacances là, le temps que nous combattions ce virus. Et quand nous allons finir de combattre ce virus là, eh bien nous allons faire la fête. Mais pour le moment, c'est les règles d'hygiène, c'est respecter les circuits, c'est respecter les obligations des uns des autres. Et avec ça, pour des pays comme les nôtres, qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est par la discipline. Il n'y a rien d'autre. C'est la discipline qui va nous sauver. Il n'y a rien d'autre. La Chine n'a pas combattu le coronavirus par la prière. Elle l'a combattu par la discipline et par la science. Bien. Si nous le faisons, nous gagnerons peut-être, nous éteindrons ce feu plus vite que les pays où l'indiscipline, comme en Italie, on a regardé, les gens se baladent malgré qu'on leur dit de rester en confinement. Merci beaucoup, professeur. Nous allons finir en beauté cette émission avec le dernier sujet. Je vous invite donc à suivre la seconde partie de notre micro-trottoir sur les attentes des Togolais. Nous avons voulu tendre le micro aux gens dans la rue parce que nous savons qu'ils ont vraiment des choses à dire à l'endroit de l'État. Nous les écoutons. Coronavirus qui donne de la friction à tout le monde dans le pays. Ça nous donne tellement maux de tête aussi. Sinon, les gens ne se retrouvent pas. Mais nous demanderons à ce que le gouvernement fasse un effort
pour arriver à trouver au moins un moyen pour nous. Exemple, on a fermé les établissements, mais les services sont toujours ouverts. Mais est-ce que ces services, les gens qui s'en vont dans les services, ne vont pas créer d'autres problèmes pour que ça se multiplie de plus? Nous prierons le gouvernement de faire un effort pour que nous puissions nous embrasser après l'apparition de cette maladie. Au moins hydroalcoolique et les cachinés, le gouvernement peut faire un effort pour mettre le minimum au moins à la disposition de la population. L'État a sa responsabilité vis-à-vis de la population. L'État nous a laissé carrément, c'est comme un enfant sans père, quoi. Le cachiné qui se vendait à l'époque 100 francs est devenu à 1000 francs, à 1500. C'est dans quel pays? La maladie est déjà là, mais bon, on manque d'informations aussi. D'autres se disent non, la maladie n'est pas là, d'autres disent ouais, la maladie est là, d'autres s'en fichent pas mal même. Donc du coup, on demande beaucoup d'informations dans ce pays et les trucs à prendre pour pouvoir remédier à cette maladie. Bref, il y a des cachinés qui se vendent un peu partout, mais ça coûte très cher maintenant. Les cachinés ne sont plus comme avant. Avant, on payait les cachinés à 100 francs. Maintenant, c'est devenu à 1000 francs, 1500. Mais pourquoi? Et tout ça, l'État est où maintenant? L'État est où? Au moins quand même diminuer au moins le coût des cachinés, les gants et ça comme ça pouvoir nous prévenir de ces maladies. Quand tu as la télé, tu regardes ce qui se passe ailleurs, tu vas sentir immédiatement que ça, c'est un virus très dangereux. Donc moi, j'appelle maintenant le gouvernement de faire tout pour sensibiliser la population. Parce que les gens sont actuellement, ils pensent que le virus n'existe pas. Donc ça, c'est ce qui n'est pas bon. Regardez, actuellement, on a dit aux musulmans de ne pas prier. Mais quand tu vois aujourd'hui, il y a les musulmans qui se regroupent encore, ils prient. Surtout, j'ai appris qu'ils ont fermé les frontières, tout ça là. Ça, c'est très bon de leur part. Mais je les appelle encore, plus de vigilance, quoi, à mieux sensibiliser la population. Parce que actuellement, les gens pensent que c'est du n'importe quoi. Donc, je les appelle encore à mieux sensibiliser la population. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est levé ce matin qui n'a même pas encore 1000 francs, mais lui aussi veut se protéger. Comment il va y faire pour se protéger? Quand les choses sont trop chères, ça ne nous avantage pas. Si le gouvernement peut mettre en place les gants et les cachinés pour pouvoir nous aider à nous protéger, ça nous fera. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons faire un rapide tour de table. Docteur Aoussi, quel est votre message ce soir? En une phrase, s'il vous plaît. En une phrase. Oui. Merci, Carole. Je crois que, et j'invite au nom de mes autorités supérieures, la population à prendre au sérieux ce mal et à respecter scrupuleusement les directives qui sont données en vue de limiter, voire inhiber la propagation de cette maladie. Merci beaucoup. Et que nos autorités supérieures, avec le chef de l'État en tête, est à nos côtés, à nous tous, pour que ce mal puisse être enrayé du Togo. Très bien, merci beaucoup, Carole. professeur Daniela. Alors je dirais que nous avons tout ce qu'il faut pour contrôler cette maladie parce que nous connaissons l'agent, le microbe, nous connaissons sa voie de transmission et nous connaissons les moyens de prévention. Restons chez nous pendant cette période et l'épidémie sera éteinte. Je vous remercie. Professeur Wateba, juste un mot pour vous, juste un mot. Discipline. Merci beaucoup. Discipline. Docteur Hassi? De l'eau et du savon. De l'eau et du savon. Régulièrement les mains. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté cette émission. Nous espérons vous avoir donné des informations utiles et nécessaires ce soir sur le coronavirus. Ce n'est que le début. Il y aura d'autres émissions. Et comme je vous l'annonçais en introduction, cette émission va être animée ou bien réanimée demain en langue, en EV surtout, avec les mêmes invités. Et comme ça, le message va vraiment passer. Et demain, c'est mercredi, le jeudi, la même émission sur le coronavirus en cabinet. Et comme ça, de chaque jour que Dieu fait, nous aurons assez d'informations sur cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.